BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Voilà, nouveau week-end qui s'annonce et un nouveau De quoi je me mêle à l'horizon. Une heure pour revenir sur toute l'actualité tech de cette fin de semaine avec deux parties, vous le savez, dans De quoi je me mêle. Et tout à l'heure, pour notre second chapitre, on va s'intéresser à l'actualité spatiale avec notre ami Antoine Meunier, que vous connaissez, qui vient de temps en temps dans De quoi je me mêle. On parlera de cette fusée Starship incroyable, la plus grosse fusée au monde, qui essaie de décoller tant bien que mal. Voilà, projet faramineux d'Elon Musk, fusée qui, je vous le rappelle, doit emmener des humains sur la Lune et peut-être plus tard encore plus loin. On en parlera tout à l'heure. Je vous rappelle que De quoi je me mêle est disponible et bien sur YouTube, la version audio en podcast et puis le week-end sur BFM Business. Merci encore une fois d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et un club de la presse IT pour commencer, avec Anthony Morel qui est là. Salut Anthony. Salut François, salut tout le monde. Ravi de te retrouver comme chaque semaine. Bah pareil. Voilà, le fin limier de l'actu tech est là, mesdames, messieurs. Anthony Morel. Et vous ne le voyez pas, mais sur la table, eh bien, il y a pas mal de notes. Moi, je suis un peu à l'ancienne. Pour un journaliste tech, je pense que je suis le seul qui utilise encore des vieilles notes papier avec un vieux stylo, et j'en ai des tonnes. C'est toujours les cordonniers, les plus mal chaussés. C'est ce qu'on dit. Tu pourras avoir un iPad, etc. Mais non. Mais j'aime bien avoir mes notes papier. Mais tu as bien raison. On accueille un nouvel intervenant dans De quoi je me mêle cette semaine. C'est Raphaël Bentéo qui est là. Salut Raphaël. Salut. Bienvenue. Merci. Ravi de t'accueillir dans De quoi je me mêle pour commenter l'actu. Ravi de venir. Voilà, si vous êtes un fan d'actu, peut-être que vous avez déjà croisé Raphaël sur la chaîne Twitch des Numériques, puisque tu es journaliste au Numérique. Voilà, exactement. Excellent site qui teste énormément de produits tech et qui propose régulièrement de l'actualité. On est ravis d'être avec toi pour commenter justement tout ce qui s'est passé cette semaine dans l'actu. Anthony, un gros bloc IA bien sûr, parce que voilà, quand on a l'un des papes de l'intelligence artificielle qui dit « Oups les gars, je crois que j'ai fait une connerie et que demain on va tous mourir », on se dit « Oh, attendez, on y va ». On écoute déjà. On écoute et on stresse un peu quand même. Ce gars-là, c'est Geoffrey Hinton. C'est ça. Personne, on va dire très respecté dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui a fait ça quasiment toute sa vie. Un monsieur de 75 ans qui tire sa révérence, mais la tire un peu d'une manière particulière, on va dire, puisqu'il a quitté Google après 10 ans donc, de présence chez Google. En partant de chez Google, il a fait une déclaration, il a répondu aux questions d'un journaliste, et ses réponses sont quand même assez impressionnantes. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que Geoffrey Hinton, tu le disais, c'est une personnalité très importante. On le surnomme en fait le Godfather of AI, donc le parrain au sens mafieux du terme, quasiment, de l'intelligence artificielle. Attention à toi. Ouais, c'est ça. J'ai une affaire que tu peux pas refuser. Oui. Donc c'est pas n'importe qui, c'est une personnalité qui a fait sa carrière, effectivement, l'un des pionniers du deep learning, l'un des pionniers des réseau neuronal, exactement, qui sont en fait les briques de base sans lesquelles ChatGPT, Bard, tous ces outils dont on parle toutes les semaines ne pourraient pas exister. C'est un peu lui qui a créé cette recette en fait de ChatGPT en quelque sorte. C'est ça. Et donc quand tu as une personnalité de cet acabit, c'est-à-dire quand c'est toi ou moi qui disons oui, attention, l'intelligence artificielle a quand même des dérives possibles. Bon, on dit les gens sont c'est bon, c'est Anthony et François, surtout François, on va trop l'écouter. Voilà, et c'est bon, ils nous fatiguent, ils disent n'importe quoi. Quand c'est Geoffrey Hinton, forcément, on l'écoute un petit peu plus, et c'est vrai que ce qu'il explique est un petit peu étonnant. Donc il a démissionné de Google en disant « Je démissionne pour pouvoir reprendre ma liberté de parole et pour pouvoir mettre en garde face aux dangers potentiels de l'intelligence artificielle. » Dangers qu'il a listés rapidement. Alors c'est ceux dont on parle régulièrement. Il va probablement approfondir tout ça dans les semaines qui viennent, mais il dit la diffusion de fake news ultra convaincante, évidemment, les risques de chômage parce que l'IA va prendre nos emplois dans pas mal de domaines, les dérives potentielles dans le domaine de ce qu'on appelle les armes autonomes ou les robots tueurs, c'est-à-dire le fait d'intégrer l'intelligence artificielle dans des systèmes d'armement. Et il explique moi, je pensais que l'intelligence artificielle, que les ordinateurs allaient devenir plus intelligents que les humains, peut-être dans 30 ou 50 ans, je voyais ça très très loin. Je ne le pense plus maintenant. Autrement dit, ça va arriver beaucoup beaucoup plus tôt que ce que j'avais anticipé. Et donc, je me mets en retrait. Et j'allume le warning. Et j'allume les warnings. Donc tu te dis, c'est un petit peu inquiétant. Ce qui est étonnant, c'est qu'en plus, il dit, mea culpa, parce que finalement, si tout ça en est arrivé là, c'est un peu à cause de moi. C'est ça. Et c'est assez solennel. Et
j'allais dire, pas effrayant, parce que bon, voilà. Alors, Mais en tout cas, assez troublant. c'est ça. Alors pour le côté effrayant et pour ne pas tomber dans la parano, ce qui est très, j'allais dire, frustrant, et y compris d'un point de vue journalistique, je trouve, mais tu vas me dire ce que tu en penses aussi, Raphaël, c'est je on ne sait pas où se positionner. C'est-à-dire qu'on entend des experts qui disent tout et son contraire. C'est-à-dire que là, tu as Geoffrey Hinton qui est donc une personnalité, une sommité, on Oui, vient oui, de qu'on le dire. respecte, qu'on écoute. Mais tu as une autre sommité qui est tout aussi importante, c'est Yann Lequin. Yann Lequin, le français, Oui, le bien patron sûr. de l'IA chez Meta, qui Ouais. dit exactement l'inverse. Et qui d'ailleurs, sur Twitter, a contredit les arguments mis en avant par Geoffrey Hinton, en expliquant, non mais attendez, tout ça c'est du fantasme. Quand on nous dit que l'IA va prendre nos emplois, non, au contraire, elle va nous rendre plus productifs comme toutes les révolutions technologiques. Quand on dit que l'IA va nous dépasser, c'est du fantasme, ou ça va en tout cas arriver. Peut-être ça arrivera, mais dans très longtemps. Et surtout, une intelligence artificielle n'a pas de volonté, donc elle ne va pas prendre le contrôle de l'humanité. Enfin, il n'y a pas de danger de ce point de vue-là. Et de toute façon, on est très très loin de tout ça. Et donc, en fait, nous, en tant que journalistes, si tu veux, moi, je dois l'admettre humblement, je ne sais pas où me positionner. Je n'ai pas les clés. Ces mecs-là, c'est eux qui savent. En fait, ils ont les mains dans le cambouis c'est technologique. Nous, on n'est Bon. pas dans la boîte noire. Donc voilà. Avec un petit bémol pour Yann Lequin, qui est une sommité française en plus. Voilà, on peut être fier d'avoir enfin, l'une des têtes de l'IA mondiale chez nous. Il travaille toujours chez Meta. Et Ouais. Meta est là pour promouvoir aussi l'IA. Donc, voilà, il est toujours lié donc à Meta. Il va pas dire attendez, vous savez quoi, tout ce que je suis en train de faire, bah, ça me fait peur aussi, et je rejoins les propos de Geoffrey Hinton. C'est pas possible. T'as raison, c'est un Voilà. bon point. Mais je veux croire à sa Oui, sincérité. bien sûr, Voilà. bien sûr. C'est simplement ce petit En tout bémol. cas, il en a fait un cheval de bataille, c'est-à-dire que sur Twitter, mais c'est assez intéressant. Si vous voulez justement démythifier un peu le truc, Ouais, et si ouais. vous avez des bouffées d'angoisse quand on vous parle d'intelligence artificielle, suivez le compte Twitter de Yann Lequin, ça permet de relativiser beaucoup de choses. Raphaël, est-ce que voilà, les propos de Geoffrey Hinton t'ont fait peur? Qu'est-ce que tu en penses? Mais pas spécialement, parce que j'ai l'impression qu'on est quand même... l'IA, on en parle tout le temps en ce moment, et j'ai l'impression que tout le monde est un peu au courant des dérives qui sont possibles. C'est vrai que là, vous l'avez dit, c'est une sommité qui le dit, donc ça fait peut-être un peu plus flipper, mais je pense qu'on voit tous, on a tous vu des films de science-fiction, et on voit les dérives possibles, et elles sont pas forcément si loin que ça. On va peut-être en parler après avec le CEO d'IBM, là, qui annonce des coupes de jobs dans son entreprise à cause de l'IA. Et donc, c'est finalement très très proche. Tu disais, on a l'impression que c'était dans 20 à 30 ans, et en fait, on y est. Il y a des dérives qui sont possibles au niveau de l'armement. Ça fait un peu plus flipper, et je pense que les armées des différents États vont pas se priver pour utiliser l'IA. On a déjà vu, j'en ai parlé dernièrement un peu dans mon émission, mais des essaims de drones qui sont basés sur des nouvelles technologies d'IA pour de la reconnaissance de terrain. Ouais. Des drones qui peuvent se balader directement dans une forêt sans être vraiment dirigés. Donc vous imaginez bien que si on équipe ces drones-là ou des robots, on avait vu un robot de Boston Dynamics équipé d'une mitraillette. Bon, évidemment, c'est pas fonctionnel encore, mais on imagine un peu les dérives possibles. On va justement parler de Boston Dynamics. Et ça, oui, c'est vrai, on va parler aussi. Et ça, évidemment, ça fait peur. Après, tu l'as dit aussi, on n'est pas dans un scénario à la Terminator avec une IA qui prend le contrôle. Je pense que ça, c'est pas pour tout de suite. Alors oui, ça c'est pas pour tout de suite, c'est sûr, mais il y a quand même des menaces qui sont tangibles, c'est la désinformation. Ça, Et c'est ce qu'il met en avant aussi, Geoffrey Hinton. Il Ouais, bien dit, sûr. moi ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui on peut modifier des vidéos, des photos, du texte créé par de l'intelligence artificielle, et l'humain ne sait plus trop, en fait il n'y a pas de marqueur en quelque sorte. Bien sûr. On ne sait pas si, eh bien voilà, un texte, une vidéo, une photo pourrait être modifié par l'IA. Mais là, tu aujourd'hui. peux, pour le coup, je veux dire, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que Oui, bien sûr. c'est il y a 5 ans ou 10 ans qu'il aurait dû C'est ce qu'il démissionner dit chez plus ou Google moins. en disant non mais attendez, Bien là sûr. il y a quand même des dérives possibles, parce que là, en fait, on y est. C'est-à-dire que tous les jours, on voit sur les réseaux sociaux des photos dont on ne sait pas si c'est des vraies photos ou si c'est des montages via Midjourney ou Dali. Et il y a eu plein, y compris moi maintenant, il y a plein de moments où je me dis mais attends, cette photo, c'est une vraie photo ou pas? Où tu as un vrai moment de doute, et où en fait tu as un moment de doute, mais tu sais même pas comment vérifier. Non. C'est-à-dire, en tant que journaliste, on est habitué à vérifier l'information. Ouais. Mais là, qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment, il y a un truc où il n'y a pas effectivement de Surtout de quand on est dans filigrane. une zone grise, quand c'est Bah quelque oui. chose qui est énorme, évidemment, mais quand on n'est pas loin de la réalité, parfois on voit Exactement. des choses qui dépassent la fiction. Et là, on peut se dire que c'est de la fiction, finalement. C'est ça Exactement. qui est Et tu as eu beaucoup étonnant. de montages où les mecs, alors c'est devenu le nouvel argument. Alors j'aime pas le mot complotiste parce qu'on peut mettre plein de choses derrière le terme de complot, mais des mecs qui propagent une fake news, tu vois, avec une photo montage.
des gens dans les commentaires viennent débunker la photo en disant non mais c'est un fake, non, regarde ce détail-là, puis en plus regarde ça a bien été démontré que c'est un fake, et le mec te répond oui mais ça aurait pu être vrai. Tu vois, c'est le nouvel argument, c'est en fait la photo, le photomontage montre une réalité alternative mais potentielle, et donc ça devient de fait une réalité. Et là tu te fais des nœuds au cerveau en fait, quoi. C'est délirant. De Doliprane s'il vous plaît. Puis surtout, on arrive à des niveaux de détail et de réalisme des photos qui sont impressionnants. Tu le disais, parfois on voit des détails qui sont un peu bizarres dans ces photos, mais parfois c'est vraiment très très compliqué. On a vu une de, je sais plus quel journal, mais qui était une photo d'un marin qui était d'un magazine de photos, et en fait ça avait été créé par une IA. C'est impressionnant de détails. On a l'impression que c'est un vrai portrait qui a été fait par un photographe. Oui, et puis tout ça va en plus se progresse de manière exponentielle. C'est ça qui est effrayant. Bon, voilà pour le départ de Geoffrey Hinton. Juste quand on parlait de Geoffrey Hinton et de Yann Lequin, donc qui sont un peu devenus les frères ennemis, j'exagère évidemment, mais qui ont en tout cas des positions très contradictoires, en tout cas opposées, différentes. Ils ont obtenu tous les deux en même temps le prix Turing en 2019. Tu sais, c'est le prix Nobel de l'informatique pour justement leurs avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle, et ils l'ont en commun en fait, ce prix Turing. Donc voilà, on peut avoir ce niveau d'excellence et d'expertise, et puis avoir des avis finalement très tranchés et très différents sur le potentiel que représente la technologie sur laquelle ils travaillent. On aura sans doute le fin mot de l'histoire très vite. On saura très vite si effectivement c'est plutôt du côté de Geoffrey Hinton qu'il faut se tourner, ou plutôt du côté de Yann Lequin, parce que ça va tellement vite aujourd'hui. Absolument. Et de manière assez marrante d'ailleurs, je finis juste là-dessus, mais Geoffrey Hinton n'était pas signataire de la fameuse lettre ouverte dont on avait beaucoup parlé, où Elon Musk et 1000 chercheurs en IA demandaient un moratoire et un arrêt de 6 mois de toute recherche sur l'intelligence artificielle, qui semble complètement illusoire. Enfin bon. Toujours dans ces sujets, on parle souvent de Boston Dynamics et ces robots qui sont vraiment impressionnants. Anthony, une équipe de chercheurs a réussi à intégrer ChatGPT dans un robot de Boston Dynamics. C'est bien pour les gens qui avaient déjà des bouffées d'angoisse, tu vois, quand on parle d'IA. Là, tout va bien. Écoute, un spot qui obéit au doigt et à l'œil quand on lui parle grâce à ChatGPT. Cela dit, c'était la suite logique des choses. Bien sûr. Alors, sachant que là, c'est pas Boston Dynamics qui a fait ça. Tu fais bien de préciser, c'est une équipe de chercheurs qui a fait ça entre guillemets pour le fun, pour montrer le potentiel. Donc, en gros, ils ont branché le chien Spot à ChatGPT, et avec un logiciel text-to-speech. En gros, on peut commander le chien à la voix, on peut lui poser des questions comme si on était en train d'interagir avec ChatGPT. Et donc, sur les expériences qui ont été menées, on peut lui demander par exemple son niveau de batterie, et le chien vous répond, le nombre d'inspections qu'il doit faire lors de sa prochaine mission, parce que souvent il est utilisé sur des missions, sur des chantiers de BTP par exemple. Il va aussi détailler la mission qu'il doit réaliser. Donc en fait, c'est un moyen d'interaction qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus naturel finalement que celui qu'on peut avoir aujourd'hui avec les robots. Et c'est sûrement l'avenir. C'est le truc qui nous fait un peu... Alors, à la fois rêver et flipper, le fait de se dire, demain on aura peut-être un robot, humanoïde ou pas, mais avec l'intelligence d'un ChatGPT, et là on se dit, waouh. Non, Raphaël ? Clairement, après, si vous avez vu la vidéo, c'est un peu rigolo, mais c'est pas non plus impressionnant. Enfin, ça l'est un petit peu, mais c'est pas, tu peux pas vraiment le commander à la voix et lui dire ce que tu veux. Ils ont quand même dû entrer des commandes avant, etc. Mais ça reste impressionnant. Ça augure un peu je pense, de nos futures maisons connectées. Clairement, je pense qu'on peut dire adieu à Alexa et autres assistants de la maison. Donc ça, c'est l'intérêt qui est à mon avis super intéressant. Mais encore une fois, il peut y avoir des dérives. On a vu la police il me semble que c'est celle de New York, si je ne dis pas de bêtises, qui s'équipe de chiens de reconnaissance dans la rue pour des missions de surveillance. Je crois qu'ils ont arrêté, non ? Parce que ça s'était mal passé. Oui, alors ça s'est mal passé, recommencé. Ça a recommencé, ils les ont réintégrés il y a quelques semaines à peine. Parce que c'était un peu anxiogène. Et en fait, les passants avaient peur, quoi. Oui, en même temps, c'est vrai que c'est pas... un peu flippant. Moi, je l'adore, le spot. On l'a déjà eu en plateau, donc maintenant, on est habitué. Mais toi, c'est ton pote. Voilà. C'est souvent, mais bon, quand tu le croises pour la première fois dans la rue, et encore, attends, c'est Spot, c'est pas Atlas. Atlas, le robot humanoïde, parce que celui-ci, quand tu vas le croiser dans la rue, ça va te faire tout drôle. Je te le dis tout de suite. Quand tu vas te demander surtout si tu as une discussion avec lui, parce que surtout s'il est connecté à ChatGPT. Là, il te demande de t'arrêter, tu t'arrêtes. Oui, là, tu t'arrêtes. Et puis tu lui dis merci. Merci, monsieur. Peut-être même s'il te plaît, avant. C'est clair. Toujours dans ce domaine de l'intelligence
l'intelligence artificielle, il y a évidemment pas mal de choses, parce que l'aspect positif, c'est que ChatGPT est en train de révolutionner plein de choses, et notamment le domaine de la médecine aussi, hein, Anthony. Ouais. Et on le voit, on va évoquer plusieurs choses, mais l'analyse des clichés qui est fait justement par cette IA, qui est vraiment impressionnante et qui fait gagner du temps aux médecins, et puis aussi même pour le relationnel en quelque sorte. En fait, c'est ça qui est vraiment bizarre. Alors, il y a une étude qui est passionnante qui a été publiée là, ces derniers jours alors c'est la JAMA Internal Medicine, qui visiblement est une revue scientifique très sérieuse, à comité de lecture, comme on dit. Voilà, c'est pas un truc qui a été publié dans Télépoche à l'arrache, hein, c'est vraiment un vrai truc, tu vois, sérieux, carré. Télépoche. Pardon pour Télépoche, j'aime beaucoup, Non, mais mais non. tu vois ce que je veux dire, Oui. en termes de qualité. Moi de personnellement, validité je suis plutôt team TéléZ. Ah, mais bah, après, voilà. c'est, tu vois. On pourra avoir un débat. Ça pourra faire un très bon débat. Je ne sais très même bon plus si débat. ça existe encore Je sais TéléZ pas non plus. d'ailleurs. Je sais pas non plus. Et en fait, ce que montre cette étude, c'est qu'effectivement, sur des tests qui ont été réalisés, ChatGPT montre plus d'efficacité en termes de diagnostic et en termes d'empathie vis-à-vis du patient que des médecins humains. En gros, on a pris sur Internet plusieurs centaines de questions qui ont été posées par des internautes. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions sur leur santé, hein, sur Internet évidemment. Et on a demandé en fait à des médecins humains de répondre d'une part et à ChatGPT de répondre d'autre part. Et on a comparé les réponses. On a demandé à un panel de professionnels de la santé à l'aveugle de juger la qualité des réponses. Et dans 79% des cas, eh bien, la réponse de la machine est jugée supérieure à celle du médecin humain, que ce soit sur la qualité du diagnostic, mais aussi sur le ton du message. Tu vois, le côté un peu sec, humain. Donc la machine est plus humaine, plus empathique que le médecin humain sur les tests qui ont été réalisés. Alors, c'est des réponses écrites à des questions écrites, donc c'est pas tu vois, c'était pas dans un cabinet médical avec le patient où là, tu as un relationnel qui est quand même un petit peu plus important. Mais ça nous fait réfléchir parce que l'IA soit plus performante que nous pour effectivement analyser des radios, etc., ça, on le savait. Mais sur ce qu'on pensait être fondamentalement humain, c'est-à-dire la relation avec le patient, si même sur ça, elle arrive à nous dépasser, va falloir quand même se poser quelques questions. Donc, je trouve c'est ça rigolo assez parce que c'est le mot humain est galvaudé là, parce que l'humanité, c'est aussi l'empathie et on va dire le relationnel que tu peux avoir avec les gens. Oui, là, c'est une illusion d'empathie en réalité. C'est une illusion d'empathie, mais Ouais. elle est plus, en tout cas, plus performante que certains médecins. Qu'on n'est pas en train de blâmer, bien évidemment, parce que voilà, c'est une situation compliquée souvent. Et puis surtout, ça ne veut pas dire que ça va remplacer les médecins, encore une fois. Il faut aussi mettre en avant les limites de l'intelligence artificielle sur le fait que très souvent, ChatGPT et les autres hallucinent, c'est-à-dire disent n'importe quoi dans leurs réponses. Il y a une autre étude où on a posé des questions très précises à ChatGPT. Alors, c'était sur la prévention des risques cardiovasculaires. Et donc, sur 25 questions, elle répond 21 fois bien, donc c'est pas mal. Mais sur les 4 fois où elle répond mal, c'est des réponses qui auraient pu mettre en jeu la vie du patient. Donc, c'est un peu embêtant, tu vois, parce que en fait, quand elle n'a pas la réponse, tu sais, elle construit un bobard. En fait, elle raconte n'importe quoi. Voilà, c'est un médecin humain, normalement, il te raconte pas un bobard. S'il sait pas, il sait pas, mais enfin, il va pas te dire, tu vois, il va pas t'inventer un truc, quoi. Bon, donc voilà, prudence quand même. Vous faites pas diagnostiquer par ChatGPT, allez chez le médecin. Raphaël. Bon, alors ça évidemment, hein, mais tu disais les médecins vont pas être remplacés par des robots et de l'IA, mais il y a déjà des tests qui sont faits, j'en ai vu il y a quelques semaines là, en Allemagne, dans des déserts médicaux où notamment les vieilles personnes n'ont pas forcément les moyens de se déplacer pour aller plus loin en ville. Ils ont fait un test en mettant un robot dans un petit village un peu perdu, et les personnes âgées du village pouvaient aller lui poser des questions médicales et le robot pouvait leur répondre et leur délivrer des ordonnances si besoin. Alors c'était une phase de test évidemment, mais on voit un usage qui est hyper intéressant dans les déserts médicaux pour les personnes plus vulnérables, et évidemment le robot était assisté par un vrai médecin, mais on voit des usages concrets qui pourraient arriver finalement assez vite. Pour les médecins, je pense que tu as deux aspects, l'un positif et l'un négatif. C'est le côté négatif, c'est la désacralisation de la parole du médecin, c'est-à-dire que le patient il va arriver en disant non mais moi ChatGPT m'a dit que j'avais ça. J'avais un rhume, alors voilà. commencez pas. Hein. Exactement, donc c'était un peu le syndrome Doctissimo, ça mais commence, puissance 1000. Ça a commencé déjà avec Internet, c'est sûr, mais ça va être accéléré encore plus. Et le côté positif en revanche, c'est que ça va leur faire gagner, je pense, beaucoup de temps sur toute la partie administrative. C'est que tu as des briques qui peuvent maintenant se greffer à ChatGPT, où par exemple l'IA va écouter la conversation entre le médecin et le patient dans le cabinet médical, et à la fin elle va faire un compte-rendu médical, remplir elle-même le dossier patient, et ça c'est un temps fou qui est gagné pour les médecins. Donc pour le coup, il y a un côté aussi en termes de productivité pour eux. Et là, pour le coup, c'est du temps qu'ils peuvent passer en plus avec les patients. Donc c'est pas mal de ce point de vue-là. Très bien. Est-ce que l'intelligence artificielle pourra analyser nos pensées aussi ? Il y a aussi cette actualité. Je ne sais plus si c'est Raphaël ou toi, Anthony. C'est Raphaël. C'était plutôt moi. Qu'est-ce que tu voulais nous dire là-dessus ? Écoutez, il y a une équipe de chercheurs qui a réussi à lire nos pensées. Incroyable.
C'est tout, Ouais, voilà, simplement, un truc tout simplement. simplicité, Un truc simple. C'est pratique. Assez incroyable. En fait, ils ont fait. Alors, c'est pas aussi simple que ça, évidemment, Par comme moi- toujours. Enfin, s'il commence à s'intéresser à moi, parfois, il rigolerait bien. Quoi. Il se dirait, oh là là, quelle pagaille là-dedans, les gars. Bon, vous savez quoi, on éteint le bouton, hein. C'est pas bon. Voilà, t'as le tiroir à blagues. Oula, mais ça prend la moitié du cerveau. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? Mais l'autre partie est vide. Pardon. Alors, en fait, ils ont fait écouter des podcasts à 3 personnes pendant des heures et des heures. Je crois que c'était 16 heures par personne dans un IRM. Et puis, ils ont analysé les réponses du cerveau dans l'IRM. Et en fait, ils se sont rendus compte que certaines zones du langage activent certaines zones du cerveau. Et puis, en entraînant les réponses de toutes ces données qu'ils ont enregistrées, ils ont entraîné GPT-1, donc qui est un peu l'ancêtre de ChatGPT-4, qui est une IA basée sur un modèle de langage. Oui. Ils ont entraîné ce modèle et puis ils se sont rendus compte que ces personnes, en leur faisant écouter un nouveau podcast, eh bien, l'intelligence artificielle pouvait retranscrire ce qui était dit dans le podcast sans que la personne ne parle. Je ne sais pas si vous voyez exactement. D'accord. C'est-à-dire qu'en analysant en fait le cerveau, l'IRM directement. ils arrivaient à comprendre le sens du podcast. Exactement. Waouh. Wow. Exactement. Alors, c'est évidemment pas au mot près. Impressionnant. Il y a certains mots qui étaient quand même là. Donc ça, c'est assez impressionnant. Mais le sens du texte était quand même donné. Alors, ils ont fait ça avec des podcasts. Ils ont essayé aussi avec des films muets. Et là, encore une fois, on pouvait avoir un peu le synopsis du film, donc sans que la personne ne dise rien. C'est dingue. Ça, Incroyable. on est vraiment dans un futur un peu dystopique. C'était pas un 1er avril ton truc là. C'était pas un 1er avril. C'était Non, pas un non. 1er Là, c'est avril. Black Mirror. Là, Ah, on est vraiment dedans. Là, franchement, ça fait flipper. les gars. Bon, alors on revient à notre premier sujet. Geoffrey Hinton, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ah là, ouais. Waouh. Bon. Vertigineux. Non, après, j'imagine aussi que tu as des applications médicales Bien hyper sûr, positives pour ce bien genre de sûr, choses. Quoi, pour évidemment. les personnes qui sont handicapées lourdes, etc. Enfin, il y a plein de. C'est toujours pareil, quoi. Le verre à moitié vide ou à Après, moitié plein. Il faut pas trop flipper non plus. Non, mais non. L'installation est évidemment énorme, c'est dans un IRM, etc. Et puis l'IA est très facilement, on peut la tromper très facilement en fait. Si on leur a dit si vous comptez jusqu'à 7, l'IA ne comprend plus rien en fait. Ou imaginez D'accord. un oui, animal, on peut la tromper peut la très gruger, facilement. quoi, en Oui, quelque c'est vrai. Et puis le modèle est entraîné vraiment sur une seule personne. Donc si je demande à l'IA d'être entraîné sur Anthony, si on la fait travailler sur toi, ça ne fonctionnera pas du tout. Parce qu'on n'a pas du tout le même cerveau. Voilà. Déjà, François en a un. Heureusement qu'on n'a pas le même cerveau. Heureusement. Même si on est d'accord sur plein de sujets Ça, c'est vrai. avec Anthony. Alors, on ferme notre chapitre IA pour nous intéresser à quelque chose d'un petit peu plus léger, mais qu'on aime beaucoup, c'est le jeu vidéo. Parce que l'actualité dans le domaine du jeu vidéo est assez riche, avec déjà le carton de Super Mario au cinéma, mais qui est contre toute attente. Enfin, je crois que personne n'osait imaginer ce succès-là. Parce que pas à ce point, en tout cas. le premier qui était sorti en 93, je crois, était un bide monstrueux. Enfin, ça a été une honte. Il avait le mérite de lancer les adaptations au cinéma de jeux vidéo. Il avait été énormément critiqué à l'époque, je me souviens. Enfin, il n'est pas resté dans les annales pour ses qualités cinématographiques. Mais celui-ci, visiblement, se rattrape. Donc ça, pas mal. Et puis, Raphaël est venu avec 2 cadeaux qu'il va nous faire après, parce que c'est arrangé. Un chacun, on s'arrange. Chacun. Vous vous débrouillez. Voilà, donc tu n'as pas étiré une Switch, tu es venu avec une nouvelle console qui n'est pas encore sortie, qui va pas tarder. C'est ça. Je peux pas donner la date exacte, mais ça devrait pas tarder. Ça devrait pas tarder. Et c'est une console sous Windows. Et là, tu as entre les mains, donc Raphaël, avec la console blanche, un vrai petit PC portable. Exactement. Alors je sais pas si je peux la montrer avec des caméras ou quoi. Je sais pas si c'est là-bas. Ce sera peut-être un peu loin. Mais on est vraiment. Tiens, donne-la moi. Je vais parce que j'ai l'habitude. Ça fait 2-3 fois que je fais ça. Donne-la moi, puis je la garde après. Voilà. Donc on dirait que je disais, on dirait une grosse Switch, quoi. C'est ça. Mais le marché des consoles portables, en fait, est vraiment en train d'exploser depuis 1-2 ans. Alors il y avait déjà des acteurs chinois, notamment Ayaneo, qui est assez connu, mais qui faisaient des consoles portables comme ça, sous Windows également, mais qui étaient à plus de 1 000 €. On a d'autres acteurs qui commencent à s'engager sur des consoles un peu plus cloud. On a Logitech avec sa G Cloud, on a Razer
aussi. Mais il y a des acteurs qui font ça avec du hardware. Donc le Steam Deck qui a fait beaucoup de bruit l'année dernière, avec un OS basé sur Linux, donc qui est un peu particulier et très adapté aux jeux vidéo. Là, on est vraiment sur une console Windows, donc c'est la ROG Ally de chez Asus. Donc là, c'est un vrai PC Windows, tu peux tout installer. Tout installer, tu fais vraiment tout ce que tu veux, comme sur un ordinateur. Tu peux installer Word et PowerPoint si tu veux. Exactement, Anthony. l'interface d'un PC, y compris. Oui, Ouais, c'est ça. Le Word là-dessus, ça doit être génial, je pense. Vraiment, vraiment, on vous le conseille pour la bureautique. Tout ce qui est bureautique, c'est vraiment Franchement, on vous le conseille, vous allez adorer. extraordinaire. Non, mais tu as vraiment l'interface d'un PC, parce que même quand tu navigues et tout, tu as l'impression d'être en fait avec une souris sur un écran d'ordinateur. Ouais, tout c'est simplement. ça. Je sais pas si vous avez vu, en plus, les boutons s'allument un peu comme un spa, tu Ça, sais, voilà. les trucs Bouton rétro avec les éclairé. couleurs là, tu sais, il manque plus que Évidemment. les petites musiques zen là, Ah, on moi, y est. j'aime beaucoup. Mais alors, il y a aussi, c'est quand même aussi le reflet aussi d'une innovation technologique, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à faire dans un petit appareil comme ça, un vrai PC, mais un PC de gamer, quoi, quasi. Parce que... Un PC de gamer, exactement, parce que là, on a, donc là, c'est un processeur AMD qui a mis dedans, donc c'est, pardon, c'est le nouveau processeur Z1 Extreme qui vient d'être annoncé. On le retrouvera sans doute sous d'autres noms sur des ordinateurs un peu plus tard. Mais effectivement, on a des performances qui sont assez impressionnantes. Là, tu vois, hier soir, j'ai pu jouer à Cyberpunk, donc il y a un peu une des références du jeu vidéo en termes de graphisme. Bien sûr, et très gourmand en termes de ressources. Et écoute, j'ai pu y jouer du coup en 1080p, là, donc le Full HD, sans problème. C'était super hyper beau. fluide. C'était bien fluide. Alors, on n'est évidemment pas au niveau d'un ordinateur portable, hein, c'est clair. Mais franchement, l'expérience est assez impressionnante. Ça chauffe pas? Ça chauffe un peu, mais tu le sens pas sur les mains. Tu as les ventilateurs qui sont à l'arrière et que tu peux Je utiliser. sens que c'est un peu chaud là quand même. Ouais, Mais... sur l'arrière, c'est ouais, ça. En fait, sur c'est là l'arrière. où tu as l'extraction. Mais au niveau des mains, ça pose pas trop de problème. Ouais. Oui, évidemment, évidemment. Ah, c'est un PC. Quoi. Et alors, t'as quoi? T'as combien de RAM? T'as combien de stockage là-dessus? Alors, sur celle-là, tu as 512 Go de stockage, c'est un peu la différence avec le Steam Deck qui proposait toute une gamme de stockage différents. Ouais. Tu peux étendre le stockage là ou pas? Tu peux mettre une carte mémoire ou... Alors, tu peux mettre une carte mémoire si tu veux, une carte micro SD. Ouais. Et tu peux aussi... Parce que comme c'est du Windows, ça va te faire un dossier supplémentaire. Exactement, en fait. exactement. Mais tu peux aussi changer carrément le SSD si tu es un peu bidouilleur. Tu as juste à ouvrir le châssis et remplacer le SSD. Et donc, par rapport au... Alors, je crois que c'est l'autre que tu as apporté. Moi, je connaissais le Steam Deck. Ouais. Comment tu comparerais les deux? Parce qu'on en a beaucoup entendu parler. Ouais. Moi, je ne l'ai pas encore, mais j'hésitais. Ça donne envie. Parce que ça donnait vraiment envie. Il est encore plus gros, en fait, le Steam Deck. Il est un poil plus gros, ouais. Je sais pas si tu veux le montrer, tu peux aussi. Les principales différences, la ROG Ally est sortie, enfin va sortir donc prochainement, donc elle est un peu plus récente. Forcément, les perfs devraient être quand même beaucoup mieux, bien meilleurs. Alors, je fais le comparatif, c'est ça, tu veux? Ouais. Il y a Avec plaisir, Anthony. Il y a des petites différences esthétiques. Bon, évidemment, il y en a une qui est blanche. Ça pourra peut-être poser problème en termes de crasse avec le temps. J'ai un peu peur. Le blanc, vous savez, c'est un peu plus salissant. Ouais. Ça me fait un peu peur, mais bon. C'est un peu la ROG Ally est un peu plus légère, normalement beaucoup plus performante, et d'après les rumeurs, sera aussi un peu plus cher quand même. Ouais. C'est quoi les fourchettes de prix? Tu l'as donné peut-être, mais c'est... Là, tu vois, configuration équivalente, donc avec 512 Go de stockage, t'es, je crois, à 680 € pour le Steam Deck. Là, les rumeurs, c'est plutôt du 700-800 €. Ah oui, d'accord. Donc, mais c'est moins puissant. C'est moins puissant, ouais. Ça c'est beaucoup plus récent, le processeur vient juste d'être annoncé, voilà, donc normalement les performances seront bien meilleures. On a aussi un écran ici qui est en Full HD, alors qu'ici on est en 720p. Ah ouais, donc ça se voit pas trop, c'est bizarre. Mais ça, alors en jeu tu le vois pas mal. Tu le vois pas mal. Alors il y a beaucoup de gens qui disent ouais le Full HD sur un si petit écran c'est pas intéressant, mais écoute moi j'ai regardé côte à côte hier soir et je trouve qu'on voit quand même pas mal la différence. Ouais. Ce qui est intéressant c'est le pavé tactile en fait sur le côté là qui... Ouais, ce qu'on retrouve pas sur ça, qui remplace en fait une petite souris. Ouais. Après ils n'ont pas joué le côté Joy-Con comme la Switch, ils auraient pu potentiellement avec les manettes qui se détachent, etc. Ouais. Mais c'est peut-être un brevet Nintendo aussi. Hein, peut-être. Ouais, t'as peut-être raison. Et là donc tu peux brancher un clavier, une souris si tu veux, ouais, carrément. Alors dans le train, ce sera pas très pratique. Attendez les gars, arrête de vouloir faire du Word surtout. C'est pas possible. Mais au bureau, un tableur Excel, c'est vraiment parfait, hein, vraiment génial. Non, mais très stylé. J'aime bien le design et tout, très sympa. C'est cool. Moi, ce que j'aime bien sur la Steam Deck, c'est le logo Valve derrière. Qui est, ça, c'est la classe. C'est assez classe, ouais. C'est Asus qui fait ça, donc. C'est Asus, ouais, avec la marque ROG. Donc, on peut imaginer que d'autres vont suivre, non? Est-ce que ça va devenir un nouveau standard? Est-ce qu'on peut imaginer que le nouveau produit hype à la fin de l'année ou l'année prochaine, ce sera justement des consoles comme ça, des petits PC portables? C'est vrai qu'il y a une grosse hype côté médiatique et un peu pour, j'ai envie de dire, pour les nerds.
Je sais pas si ça va avoir un carton, si ça va être un carton énorme, parce que la Switch est quand même proposée à beaucoup moins cher. On est autour des 300 € hein, pour que ce soit le modèle OLED ou pas. Donc là, on est sur un public un peu plus niche à mon avis, plus des gamers habitués au PC, plus qui ont peut-être un peu plus d'argent aussi, et que c'est peut-être pour des jeux. Là, tu peux jouer par contre à tout ce que tu veux, contrairement à la Switch. Oui, c'est ça. Vraiment tes jeux Nintendo. Là, techniquement, ce serait pas forcément très légal, mais tu pourrais jouer à des jeux Nintendo sur ton truc. Tu peux aussi émuler toutes les consoles que tu veux, des anciennes consoles, des PlayStation, ce que tu veux. Donc Oui, là, parce que c'est un PC en fait, donc tu fais c'est clair. tu fais vraiment tout ce que tu veux. Donc là, Mais après, techniquement, tu peux jouer à des petits jeux indés, à des gros jeux AAA, ce que tu peux pas faire sur la SteamOS. Tu peux pas jouer à tout ce que tu veux non plus. Et sur la Switch, c'est génial. Mais c'est vrai que c'est forcément plus limité en termes de public, parce que les gens qui ont déjà une Switch, ils vont pas forcément se diriger vers ça. En plus, le form factor est tellement semblable, même si c'est pas du tout la même offre derrière, que tu dis j'ai déjà entre guillemets ma console portable qui ressemble à une Switch, je vais pas en acheter deux quoi. Même si c'est un produit qui est assez dingue. Ouais, moi on pourrait acheter ça pour jouer je sais pas moi, au blackjack sur Windows. Ouais, je pense que ça vaut le coup. Ça vaut le coup, non? C'est une bonne affaire. Au démineur. Au démineur, ça peut être une très très bonne affaire. Ouais. Non, mais... Bon, en tout cas, merci d'être venu avec ces deux consoles, Raphaël, c'est très sympa. Et puis, merci, ça nous fait plaisir. Pas de problème. Vraiment sympa. Il est vraiment très sympa. Quand vous voulez. Raphaël reviendra régulièrement, il n'y a aucun souci. Chaque fois avec des cadeaux, quand vous voulez. C'est formidable. Pour terminer, un autre sujet qui est très intéressant et qui échappe un peu à Apple. Moi, j'aime bien quand les technologies échappent un peu à leurs créateurs. Et c'est le cas des AirTags qui avaient été lancés avec beaucoup de succès. Et d'ailleurs, c'est toujours un succès, hein, les AirTags par Apple. Encore une fois, un produit qui a réussi à s'installer dans l'écosystème. Voilà, rappelons, ces petites balises bourré de technologie parce que l'autonomie est impressionnante, ça va détecter évidemment n'importe quel iPhone qui va passer tout autour, ou même des Mac ou même des iPads, etc. Enfin, c'est un vrai bijou technologique, ce truc-là, qui était à l'origine conçu pour éviter de perdre les produits du quotidien, les clés, un sac à dos, ta voiture, la voiture, etc. Sauf que ils sont arrivés des usages détournés. Et Apple a été montré du doigt depuis un moment d'ailleurs sur ce sujet. Hein, bah oui, c'est toujours pareil avec la technologie. Tu peux en avoir un usage raisonné et génial, et puis tu peux en avoir un usage malveillant. Et alors l'usage malveillant par excellence, il y a plusieurs types. Hein. Ça va être par exemple des voleurs de voitures qui s'en servent pour détecter les voitures qui veulent voler. Exactement. Donc ils mettent ça discrètement, ils comprennent un peu les habitudes d'utilisation du conducteur, et puis au moment où il n'est pas là, hop, on vient et on pique la voiture. Et puis il y a eu aussi beaucoup, et ils ont été très médiatisés notamment aux États-Unis, des cas de harcèlement où alors ça peut être un conjoint jaloux, un patron harceleur qui va mettre ça soit dans le sac à main ou dans la voiture, encore une fois, d'une personne. Alors c'est souvent des femmes, et pour pouvoir les suivre à distance. Alors il y a même eu un cas tragique. Alors pour le coup, c'est un homme qui a été tué par sa petite amie. Sa petite amie en fait le soupçonnait d'infidélité. C'était aux États-Unis, je crois, ou au Canada, je crois aux États-Unis, dans l'Indiana précisément. Elle le soupçonnait donc d'infidélité. Elle a mis un tracker dans sa voiture pour savoir où il allait. Elle l'a suivi jusque dans un bar où visiblement il se trouvait avec une autre femme. Elle l'a tué. Donc c'est pas l'AirTag qui est responsable, si tu veux, mais c'est pour te dire que il y a des usages détournés de les utiliser comme des mouchards. D'où l'annonce. Alors Apple qui a déjà mis en place. Apple avait très vite réagi. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, parce que à partir du moment où vous êtes dans l'écosystème Apple, par exemple, tu veux me pister, Anthony. Moi, j'ai un iPhone. Hein. Au bout d'un moment, mon iPhone va détecter qu'il y a un AirTag qui ne m'appartient pas, qui est toujours dans mon environnement. Exactement. Et depuis un certain temps, donc il va me le dire, je vais recevoir une notification. Attention, vous avez un AirTag à proximité depuis un certain temps. Et donc là, ça met la puce à l'oreille, bien sûr. Même chose avec les AirPods d'ailleurs. Même chose avec les AirPods, parce qu'à l'intérieur, il y a la même technologie. Sauf que, évidemment, si on n'a pas d'iPhone et si on a un téléphone Android, ça marche moins bien, Raphaël. Ça peut fonctionner, mais il faut installer une application spécifique. Ça a été lancé plus tard. Mais effectivement, si vous n'avez pas l'application, aucun moyen de le savoir. Et surtout, il n'y a pas que les AirTags, il y a tous les systèmes concurrents qui fonctionnent sous Android. Donc, tu as je crois que ça s'appelle les Smart Tags chez Galaxy, Samsung. Ouais, et puis tu as les Tile aussi. Et Google doit lancer ses propres
concurrent d'AirTag. Apparemment, il l'avait annoncé. On En appelle tout les cas. trackers. en C'est quelque ça. sorte. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont fait donc en plus des garde-fous que tu mentionnais qui ont été lancés par Apple il y a longtemps déjà. Google et Apple se sont alliés et ont fait une annonce commune cette semaine, ce qui est rarissime. Oui, bien sûr. Rarissime Ouais. pour voilà une sorte d'interopérabilité et pour mettre en place un système qui permette effectivement de limiter les abus. Et qui marcherait sur n'importe quel téléphone, voilà. sur n'importe quel OS. Ouais, exactement. On a un AirTag, enfin on est pisté par un AirTag, on a un téléphone Android, on le saurait. Et on a par exemple une balise Samsung, on a un iPhone, on le saurait aussi puisqu'on recevrait une notification. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que Ça ça arriverait va d'ici la fin de l'année d'après ce que j'ai compris. Absolument. Mais est-ce que ça va pas prévenir, par exemple, un voleur de voiture, justement, qui a un AirTag à proximité? Moi, c'est la question que je me posais. C'est un peu le problème. Ouais, c'est un peu le problème. Si tu en avais mis un dans ton vélo par sécurité pour vérifier, C'est vrai. eh ben, Mais c'est ça. le voleur de vélo pourrait rester quelques minutes à côté et voir s'il y a un AirTag dessus. Quoi. Et voilà, c'est ça. Parce que parallèlement à ça, c'est intéressant, il y a eu une autre annonce de la mairie de New York qui va équiper gratuitement des centaines d'automobilistes d'AirTag, justement, C'est pour incroyable. limiter les vols de voitures. Notamment sur certains modèles qui sont plus volés que d'autres. Mhm. Donc ils font allez-y les gars, on donne des AirTags, c'est génial. Mais sauf qu'avec cette annonce, je me dis en fait le voleur, il va juste être il va voler la voiture, puis au bout de 2 minutes, il va être au courant qu'il y a un AirTag dans la carte. Après, c'est peut-être dans le la délai boîte qui à va gants. être la clé du Peut-être. truc. Peut-être que ça sera au bout de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. J'espère qu'ils y ont pensé. Ouais. J'espère qu'ils y ont pensé. Je pense que Je les ingénieurs pense- d'Apple étant en je moyenne pense- beaucoup plus intelligents que moi, je pense qu'ils ont dû y penser. Moi, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, mais après, voilà. Mais tu dis que au début, quand c'est sorti, il n'y avait aucune protection sur les AirTags en fait, et Bah, ça c'est a été la pagaille. Et Apple a été obligé très vite de faire des mises à jour, etc., pour corriger le tir. Enfin, c'est intéressant. Bah, c'est intéressant parce que, encore une fois, c'est vraiment la façon dont tu l'utilises, parce qu'il y a eu aussi le côté très positif, c'est, on a déjà eu l'occasion d'en parler, c'est le mettre dans ses bagages et savoir exactement où sont les valises, à tel point que certaines compagnies aériennes, tu te souviens, Oui. avaient voulu interdire Tout à les fait. AirTags Ouais. parce qu'ils recevaient des appels de consommateurs qui appelaient en disant non mais attendez, là vous avez perdu ma valise, mais moi je sais où elle est la valise, je la vois avec mon AirTag, allez la chercher. Et les compagnies aériennes, elles en peuvent plus en fait. Ouais. Bah, cela dit, si elles faisaient bien leur travail, il n'y aurait pas ce problème-là. Ouais, exactement. C'est pas faux. Eh bien voilà pour l'actu tech de ce week-end et de cette fin de semaine. Merci beaucoup à tous les deux. Raphaël, c'était un vrai plaisir. Tu reviens quand tu veux, on te rend les consoles, bien sûr, on ne va pas les garder. Hein. Et puis, on te retrouve sur Twitch, sur évidemment les numériques. C'est ça. Où tu es journaliste et animateur. Et puis, Anthony, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Bien évidemment pour commenter l'actu tech. Et dans un instant, on va s'intéresser au spatial avec mon prochain invité pour la deuxième partie de quoi je me mêle. Vous restez avec nous, bien sûr. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.